les gens ont cru que le Mali allait tomber. Les gens ont cru que le Mali allait abdiquer. Mais le Mali a poussé sa tête haute parce qu'il sait qu'il y a le blocage, il y a une crise. Donc il faut des solutions alternatives. Et ils ont commencé par travailler. Si le Mali n'est pas tombé financièrement, économiquement, c'est parce que le peuple malien est un peuple résilient. Elam Bosso, bonsoir. Bonsoir, monsieur Honoré, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de la pyramide. Comment allez-vous? Ça va. Et IDBTP? Oui, vous avez évoqué une guerre en Afrique. Ce ne sont pas des guerres ouvertes. On a quand même des crises assez aiguës qui contaminent pratiquement tout le continent. On prend pour exemple la Guinée, Conakry, le Mali, le Burkina. En moins de 2 ans, ça fait 5 coups d'État dans ces 2 pays-là. Quand vous regardez ça, vous regardez un peu de loin la Russie et l'Ukraine, est-ce que ça vous inspire? Ah ben, c'est-à-dire, je disais tantôt que nous sommes dans un village planétaire et que tout ce qui se fait là-bas, si tu ne sais pas faire, ça peut t'arriver ici. Pour moi, ce sont des guerres asymétriques variables. Pour moi, la guerre au Mali ou bien la guerre de diplomatie qui se joue aujourd'hui entre le Mali et la France, la guerre qui se joue diplomatiquement entre la Guinée et la France, en bref, le Sahel et la France, c'est une guerre de repositionnement. Quand vous avez un enfant, à 5 ans, vous pouvez le frapper, vous pouvez le gifler, et devant tout le monde. Les gens vont dire que bon, vous n'avez pas bien fait, mais c'est ton papa. Mais quand l'enfant a 18 ans, il sait qu'il a la majorité. Il faut savoir le parler. C'est dire qu'aujourd'hui, nos États francophones ont une certaine maturité que le colonisateur doit adopter dans son subconscient. Aussi longtemps que la France ne va pas admettre que les choses changent, les dons changent, et il faut changer de paradigme vis-à-vis de ces colonies. La France aura beaucoup de choses. Ces anciennes colonies. Oui, de ces anciennes colonies. Mais elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Jusqu'alors, la France n'a rien n'est encore commencé. La France va s'agenouiller, je vous dis, avec l'évolution qui est en cours, avec les donnes multidimensionnelles. Et je peux dire, comment on l'appelle, la guerre diplomatique qui se joue, la carte du monde qui se partage maintenant. Si la France ne fait pas attention et fait un mea culpa raisonnable, elle aura du pain sur la planche. Aujourd'hui, la France est en train de perdre ces territoires qui, jadis, étaient un terrain conquis. Et ils font de n'importe quoi, ce qu'ils veulent. Donc, pour moi, le Mali, la Guinée, le Burkina, ces 3 pays-là, avec des coups d'État répétitifs, montrent combien de fois ces territoires-là sont en train de tomber dans la main de la France. Et probablement qu'ils vont se tourner vers la Russie. Et d'ailleurs, tout était clair maintenant que le Mali ne veut même plus entendre parler de la France. La Guinée, c'est depuis 1956 ou bien 57, après l'indépendance de Sékou. Jusqu'à 52. Oui, déjà, ils étaient de l'autre côté, de l'URSS. Le Burkina, le deuxième coup d'État effectué la fois passée montre, avec Traoré Ibrahim, montre à suffisance que les gens là aussi ont un regard tourné vers la Russie. Donc il faut fondamentalement que la France revoie ses cartes vis-à-vis de ses anciennes colonies. Sinon, vraisemblablement, elle court une perdition. Et ce qui est encore marrant, je suis étonné qu'aujourd'hui, que la France adopte une politique de 2 poids 2 mesures qui affiche et qui s'affiche à la face du monde. Puisqu'il y a 2 types de transition en Afrique subsaharienne. La transition tchadienne et la transition malienne, par exemple. On prend les 2 pôles. On soutient une transition et on dénigre l'autre. On finance une transition
et on combat l'autre. Mais quel est cet état-là? Donc, pour moi, le Premier ministre, par intérim du Mali, à la tribune de l'ONU la fois dernière, a dit oui, fort ce que les autres chefs d'État ou les Africains pensent bas. C'est-à-dire que le Mali est indépendant. Ça, c'était en substance. Le discours là, c'était en substance ce qu'il veut dire. Le Mali n'est plus dans ces carcans de dire que le colonisateur, la France, non. Le Mali a coupé ce cordon ombilical là. Et il serait bienséant que les autres pays francophones que nous sommes, que la CEMAC par exemple, le Gabon et autres là, aussi emboîtent le pas. Parce qu'il faut fondamentalement que nous nous départissions de ce carcan français. Mais est-ce qu'au-delà de tout ça, dans ces pays francophones, vous ne regardez pas de près la carence gouvernementale, la malgouvernance qui bloque tout processus de développement? Les gens disent ça, mais moi je vous dis que on ne peut pas bien gouverner quand on est dépendant. Il n'y a pas de contre-exemples là sur place. Des pays qui, bon, vous ne regardez pas de près. Bon, on va avancer. Oui. On est dans le monde du travail. Oui, Ce qui nous intéresse, c'est le travail. C'est par exemple l'impact que la crise là peut avoir, par exemple, sur la Guinée, le Mali, au Burkina, dans le monde du travail en particulier. Oui. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme impact? Oui. Et vous savez, lors d'une émission précédente, je disais que chaque crise constitue une opportunité en elle. Vous voyez, les gens ont cru que le Mali allait tomber. Les gens ont cru que le Mali allait abdiquer. Mais le Mali a poussé sa tête haute parce qu'il sait qu'il y a le blocage, il y a une crise. Donc il faut des solutions alternatives. Et ils ont commencé par travailler. Si le Mali n'est pas tombé financièrement, économiquement, c'est parce que le peuple malien est un peuple résilient, qui ont su que malgré les problèmes, ils peuvent surmonter. Sinon, les gens ont dit que 2 semaines ils vont tomber parce qu'ils sont asphyxiés. Je vous dis que seul le travail libère. Celui qui travaille, on peut nous mettre même sur un mur, c'est-à-dire qu'on peut nous clôturer, mais quand tu travailles, tu vas arriver à casser le mur. Aussi longtemps que tu te lèves, tu casses un peu, on peut t'ériger un mur de béton, en 10 ans tu vas casser ça, et les gens seront étonnés. C'est ça la résilience, quoi. Donc nous devons aujourd'hui, et nous autres qui n'avons pas ces petits pépins, tout ça là, ces petites crises là, on dort. Au lieu de nous réveiller, au lieu de tirer une leçon de ce qui se passe ailleurs et vraiment mettre notre économie, les gens au pas pour que le travail soit effectif, on est là, on dort. Par moment on fait des cantates, on dit qu'on fait des trucs, je ne sais pas, et la propagande continue. Le Mali, le Burkina, la Guinée, sachant bien qu'ils ont été pris en étau, ils ont libéré leur potentiel. Les entrepreneurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les gens ont apporté de l'expertise, les gens ont apporté de l'argent, les gens ont apporté beaucoup de logistique. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Donc c'est une fierté en fait. Et ce sont des choses que nous devons savoir, nous les entrepreneurs, que chaque crise doit constituer une source d'opportunité pour nous. Chaque crise est une opportunité. Voyez-vous. Donc, ces guerres, ces petits problèmes dans les pays doivent nous réveiller à travailler fondamentalement. Juste une parenthèse pour mesurer un peu la température de comment ça se passe lorsque le pays est en crise. Même là, en Ukraine ou en Guinée ou en Russie. Même en Ukraine, on dit que la guerre fait quoi, la Russie a bombardé tout ça là. Ils sont mieux. Quoi qu'on dise, ils sont mieux par rapport à nos pays sahéliens. Ou bien. Donc cela veut dire qu'ils ont travaillé. Et quand même les aléas viennent. Et c'est une guerre qui profite à l'Occident. Hein. Les gens ne le savent pas. Indirectement. Oui. L'Occident. Ouais, c'est l'Occident. Pour tester un peu ses capacités de résistance. Et surtout les États-Unis. Donc pour moi, ils savent ce qu'ils font.